Un jeune berger allemand blanc, encore adolescent à peine sorti de l'enfance, s'était retrouvé piégé dans des filets de pêche et n'arrivait plus à sortir de l'eau. C'était une scène qui m'a brisé le cœur, mais ce que vous allez découvrir un peu plus tard dans cette histoire m'a bouleversé encore davantage. Je vous assure que vous serez choqués, tout comme je ne pourrai jamais oublier ce moment. Mon nom est Nathan Cole, mais cela fait bien longtemps que personne ne m'appelle ainsi. Pour tout le monde, je suis simplement Nat. J'ai 50 ans et mon monde s'est rétréci à 10 acres de forêt dense dans l'Oregon et au quart de mile de la rivière Elkin qui en borde les limites. C'est un petit royaume, mais il m'appartient. L'armée l'a payé en quelque sorte, avec une pension d'invalidité mensuelle, et mon bras gauche resté dans la poussière et le chaos de Fallujah. C'était un échange que je referais encore, car la paix que j'ai trouvée ici vaut bien plus qu'un membre perdu. Mais attention, ma paix n'est pas le silence. Le silence, c'est ce que l'on trouve dans une cellule ou dans un tombeau. Ma paix, c'est une symphonie. Le martèlement régulier d'un pic vert sur le tronc d'un vieux cèdre, le cri perçant d'un balbuzard qui plane haut dans le ciel, et surtout la basse continue de la rivière qui roule sur son lit de pierre polie depuis des millénaires. C'est un bruit vivant qui comble les vides à l'intérieur de moi. Ces espaces creusés par les hurlements des mortiers ennemis et les cris de jeunes hommes qui ne vieilliraient jamais. Laissez un petit j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en précisant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Mes journées reposent sur la routine. La routine, c'est l'échafaudage qui empêche un homme comme moi de s'effondrer. Je me lève avant le soleil, lorsque l'air est encore chargé de brume et sent la terre humide et le pain. Je prépare le café sur le vieux percolateur qui gronde et bouillonne, une musique rassurante qui marque le début de ma journée. Je m'assois sur mon porche, ma tasse réchauffant ma seule main valide, et j'observe le monde se réveiller. Je vois la lumière grimper sur la crête, transformant la rivière de plomb en jade. J'observe les cerfs descendre boire à la rive, gracieux et méfiants. Voilà mon église, voilà ma thérapie. Après le café, je marche. Ce n'est pas une balade, c'est une patrouille, une vérification de périmètre. Les vieilles habitudes ne disparaissent de jamais. Je parcours toujours le même chemin. Mes bottes le connaissent de par cœur, mes yeux scrutent la lisière des arbres. Je connais chaque tronc tombé, chaque sentier de gibier, chaque tapis de fougères. C'est un rituel qui m'ancre, qui me rappelle que malgré toute la folie du monde, les saisons continuent de tourner. La rivière coule toujours et le soleil se lève encore. C'est une promesse de permanence, dans une vie qui m'a appris que rien ne l'est. Ce matin-là, à la fin de l'automne, rien ne semblait différent au départ. L'air avait cette netteté cristalline qui annonçait l'hiver à venir. Les érables à grandes feuilles affichaient des rouges flamboyants et des ors éclatants, et déjà quelques feuilles se détachaient, se posant doucement sur le sol de la forêt. Ma main droite était enfoncée au fond de la poche de ma vieille veste de terrain, la manche gauche soigneusement repliée et épinglée à l'épaule, témoin silencieux d'une vie révolue. J'étais à mi-chemin de ma ronde, songeant à l'intégrité d'un mur de soutènement que j'avais construit et à la corde de bois qu'il me restait encore à fendre quand un son vint déchirer ma tranquillité. Des rires, mais pas des rires chaleureux de camaraderie. Non, ceux-ci étaient différents. Ils avaient une tonalité tranchante, agressive, un éclat déplacé au milieu de cette quiétude. C'était un rire de moquerie. Il lacérait le calme du matin comme un éclat de verre brisé. Je m'arrêtai, la tête légèrement penchée, à l'écoute. Le son provenait d'une petite anse caillouteuse à une centaine de mètres, en contrebas, un endroit où le courant ralentissait en formant un tourbillon. Mon premier réflexe, forgé par des années de survie, fut d'ignorer. Mes jours de combat étaient terminés. J'avais gagné ma paix en apprenant à tourner le dos à la laideur du monde. Ce devaient être des citadins venus camper le temps d'un week-end, bruyant et imprudent. Cela ne me regardait pas. J'avais trop longtemps fait de la vie des autres mon affaire, et cela m'avait coûté cher. Je repris quelques pas, tentant de repousser ce bruit, de laisser la chanson de la rivière l'engloutir. Mais un autre éclat de rire retentit, plus fort cette fois, suivi d'une voix. Je ne distinguais pas les mots, mais le ton était clair. C'était du sarcasme, de la provocation. Contre ma meilleure volonté, je quittais mon chemin. Je m'enfonçais dans la végétation dense. Mes bottes ne produisant aucun bruit sur le sol humide tapissé de mousse. Le soldat en moi reprenait le dessus, posant chaque pas avec soin, utilisant les troncs massifs des sapins de Douglas comme couverture. Mon intention n'était que de jeter un coup d'œil, de calmer cette sensation désagréable dans mon ventre qui me disait que quelque chose n'allait pas, puis de continuer ma route.
Mais quand j'atteignis un point d'observation, entre deux rideaux de mousse pendante, la scène qui s'offrit à moi fit se nouer mon estomac en une boule de glace. Ils étaient deux, des hommes, pas des adolescents, même s'ils portaient en eux cette cruauté désinvolte de jeunes immatures. Ils devaient avoir la fin de la vingtaine, habillés de cuissardes flambant neuves et de gilets de pêche propres et vides, comme sortis tout droit d'un catalogue. Et entre eux, il y avait un chiot, une petite boule de poil blanc, avec des oreilles trop grandes pour sa tête et des pattes maladroites. Peut-être un croisement de husky ou de berger. Il n'avait pas plus de 8 ou 9 semaines. L'un des hommes, large de cou avec un sourire suffisant, le tenait par la peau du cou. Le chiot se débattait, ses petites pattes brassant frénétiquement l'air, poussant des jappements aigus et terrorisés que leur rire venait écraser. Ma seule main, jusque-là enfoncée dans ma poche, se serra si fort que mes phalanges me firent de mal. La symphonie tranquille de mon matin vola en éclats, remplacée par un grondement dans mes oreilles. L'autre homme, plus grand et plus maigre, son téléphone en main, parlait d'une voix hésitante. « Tu es sûr de ça, Ryan ? Ça paraît quand même beaucoup de problèmes pour pas grand-chose. »« Détends-toi, ricana Ryan en secouant brutalement le chiot. C'est comme ça qu'on l'endurcit. C'est un chien d'eau, non ? Alors on va lui donner un petit test. C'est bon pour son caractère. » Il dit ça comme on parle de lancer un bâton. L'autre émit un rire nerveux, puis sortit d'un sac en toile un enchevêtrement dégoûtant de vieux filets de pêche. La corde verte était raide d'algues séchées et nouée à une extrémité pendait une grosse pierre de rivière, lisse et grise, plus grande que mon poing. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Ce n'était pas un test, ce n'était pas de l'entraînement, c'était une exécution lente, déguisée en plaisanterie. Ils luttèrent pour immobiliser le chiot, leurs gestes brutaux et impatients. La petite créature poussa un cri, un son de pure terreur qui transperça l'air et atteignit directement mon cœur. C'était le son de l'innocence confrontée à la malveillance gratuite. C'était le genre de chose pour laquelle j'avais traversé la moitié du monde et laissé un morceau de moi dans le sable brûlant. Ils parvinrent à enrouler le filet autour du corps minuscule. Une de ses pattes avant resta coincée dans un angle impossible, le maillage se resserrant autour de sa poitrine fragile. Ryan souleva le chiot englué, la pierre pendante comme une sentence. Le petit avait cessé de japper. Il tremblait de tout son corps, un gémissement étouffé s'échappant de sa gorge. « Prêt pour ton baptême, petit ?» ricana Ryan. Il commença à le balancer comme un pendule. « Allez, dépêche !» dit l'autre en levant son téléphone pour filmer. « C'est parti !» hurla Ryan. Et d'un geste sec, il projeta le chiot au-dessus de l'eau. Le corps blanc décrivit un arc pathétique avant de heurter la surface dans un bruit qui résonna comme une gifle. Une seconde suspendue, puis l'eau s'agita de bulles et de remous désespérés. Le filet lesté fit aussitôt son œuvre, tirant le chiot vers le fond sombre. Son corps fantomatique luttait encore, une danse désespérée contre l'inévitable. Sur la rive, les deux hommes éclatèrent de rire, un rire creux et ignoble. « Regarde-le se débattre !» hurla Ryan. « Je t'avais dit que ça allait l'animer un peu. »« Ça ne durera pas !» répondit l'autre avec une cruauté amusée. Le courant est fort, il va finir coincé entre les rochers. Puis Ryan prononça la phrase qui fit céder la dernière barrière en moi. Laisse-le se noyer. On verra combien de temps il tiendra. À cet instant, le monde devint muet. La rivière, les oiseaux, le vent, tout disparut. Un interrupteur bascula dans ma tête. Le vieil homme paisible des bois s'effaça. À sa place, le sergent Cole reprenait du service. Il n'y avait plus de réflexion, plus d'hésitation, il n'y avait que l'action. En combat, j'avais appris que la seconde où vous doutez peut signer votre mort. Vous observez, vous décidez, vous exécutez, rien d'autre. Je jaillis du couvert des arbres, arrachant ma lourde veste en courant. Je ne perdis pas une seule seconde à crier un avertissement, ni à menacer ces deux types. Chaque respiration gaspillée aurait été une respiration de moins pour le chiot au fond de l'eau. Leurs têtes se tournèrent vers moi, leur visage rieur se figeant dans une incompréhension stupide, puis dans une alarme soudaine. Mais je ne les voyais déjà plus. Ils n'étaient rien. Mon regard était fixé sur le bouillonnement de la rivière, là où la petite masse blanche avait disparu. La rivière Elkin, à cette époque de l'année, n'est pas seulement froide. C'est une entité vivante, un organisme glacé qui mord la chair et vole le souffle. C'est une eau qui s'infiltre dans vos os, qui s'attaque à votre cœur, qui fait de chaque respiration une douleur. Mais je ne ralentis pas. J'atteignis la berge et me lançai dans l'eau d'un plongeon sec et tendu. L'impact fut un choc absolu, une agression physique qui mit instantanément tout mon corps en alerte.
La morsure glaciale me traversa comme un éclair, chaque muscle se raidissant en une contraction involontaire. Mon souffle explosa hors de mes poumons dans une bulle muette. Mon cerveau hurla un seul mot, « Sors !» Mais mon entraînement criait plus fort encore. Contrôle ta respiration, garde la tête froide, ne cède pas à la panique. La panique est un luxe qui tue. Alors j'enfonçais la douleur au fond de moi et forçais mes muscles à obéir. Les yeux ouverts sous l'eau, je pénétrais dans un monde vert et trouble. Un chaos désorientant. Des particules de limon et de feuilles pourries flottaient autour de moi comme des spectres. Au-dessus, le soleil n'était plus qu'un halo diffus, inaccessible, presque irréel. Le courant, plus violent qu'il n'y paraissait depuis la berge, me tirait déjà vers l'aval, essayant de m'éloigner de ma cible. Je battis des jambes de toutes mes forces, lourdes comme du plomb, et m'arrachai vers le fond, mon bras unique labourant l'eau glaciale pour me guider. Où était-il ? Où était ce minuscule éclat de blanc ? La brûlure dans mes poumons commença aussitôt. Une douleur familière, lancinante, l'alerte rouge de mon corps réclamant de l'air. J'explorais le lit de la rivière, couvert de pierres glissantes, de dépôts d'algues sombres et de sédiments. Et puis je le vis, une ombre pâle, une petite masse qui se débattait encore faiblement à une dizaine de pieds de profondeur. Le filet l'avait plaqué au fond. Le rocher agissant comme une encre implacable. Le chiot battait encore des pattes, mais ses mouvements devenaient plus faibles, désordonnés. Une nuée de sédiments se soulevait autour de lui à chaque tressautement, comme un nuage funèbre. Je me propulsais vers lui en 3 coups de jambes violents. La pression me cognait les tympans. Une douleur sourde qui montait à mesure que je descendais. Quand j'atteignis enfin la petite silhouette, mes doigts engourdis s'accrochèrent au filet rêche. Mon premier réflexe fut de tirer de toutes mes forces pour l'arracher, mais le matériau était trop solide, trop épais. Du nylon tressé industriel. Avec une seule main, c'était comme tenter de déchirer une plaque de fer. Mes doigts, raidis par le froid, se crispèrent sur les nœuds serrés, essayant de les défaire. Mais chaque seconde de lutte volait à mes poumons une part de survie. Une pluie de bulles échappa de mes lèvres malgré moi, m'arrachant un sursaut de panique que je dus étouffer aussitôt. Mon corps voulait respirer, voulait inspirer cette eau glacée. Mais si je cédais, c'était fini. Je croisais le regard du chiot. Ses yeux étaient ouverts, figés dans une terreur absolue. Ce n'était pas seulement un animal en détresse, c'était une vie consciente de sa faim. Ce regard me transperça comme une lame. Je l'avais vu autrefois dans les yeux de jeunes soldats, dans la poussière brûlante d'un désert. Cette question muette, pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pas encore, pas tant que je respirais encore. Je ne laisserai pas ce chiot mourir ainsi, pas sur mon terrain, pas devant moi. Un souvenir s'imposa dans mon esprit, comme une voix lointaine venue du passé. On ne laisse personne derrière. Un vieux serment, une promesse gravée dans ma chair et mon âme. Peu importe qu'il ait 2 jambes ou 4, ce petit n'allait pas rester au fond de cette rivière. La rage prit le dessus, une rage froide et cristalline. Elle brûlait plus fort que la peur, plus fort que le froid. Les nœuds étaient impossibles. Alors je suivis le filet jusqu'à son origine, la pierre. La corde était attachée par une série de nœuds marins, gonflés par l'eau, indestructibles à mains nues. Mes ongles essayèrent de s'y glisser, mais la fibre était dure, implacable. Mes poumons hurlaient, mes oreilles sifflaient, des taches noires dansaient déjà à la limite de ma vision. J'avais un choix, remonter et respirer, abandonner ce chiot ou rester et risquer d'y laisser ma vie. Mais l'idée que ces 2 types rient encore sur la berge, l'idée qu'ils gagnent, que cette petite âme disparaisse sous leurs yeux amusés, non, c'était inconcevable. Je plantai mes bottes sur le lit de la rivière, enfoncé dans les galets lisses, et j'agrippais le filet juste au-dessus du rocher, l'enroulant autour de mon poignet. Alors je tirais avec tout ce qui me restait, le dos, les jambes, chaque fibre de muscle encore vivante, alimentée par la colère et le refus de céder. Le filet entailla ma paume, mais je ne sentis rien. Pendant un instant interminable, rien ne céda. Puis un craquement. Pas le nœud, pas la corde, mais une section usée du filet, fragilisée par le temps. Elle se déchira, créant une ouverture assez large pour libérer l'ensemble. Je ne perdis pas une microseconde. J'enfonçai mon bras à travers la déchirure, attrapai le corps glacé du chiot et l'arrêt du piège, filet et pierre encore accrochés à lui. Il était si léger dans mes bras, déjà trop immobile. Je poussai de toutes mes forces contre le fond, donnant le dernier élan de mes jambes. La remontée fut atroce, chaque centimètre un supplice. Ma tête bourdonnait, mes poumons semblaient éclater.
La lumière devenait plus claire, un halo doré au-dessus de moi. Encore un effort, encore un coup de jambe. Quand ma tête perça enfin la surface, le son que je poussais n'avait rien d'humain. C'était un cri arraché des entrailles, un hurlement de survie et de douleur, mais c'était le plus beau souffle de ma vie. L'air brûlant envahit mes poumons comme un feu salvateur. Je crachais, toussais, suffoquais, mais j'étais vivant. Je baissais les yeux. Le chiot était toujours contre moi, sa tête pendant mollement dans l'eau. « Non, non, tu ne me fais pas ça », soufflai-je d'une voix cassée. « Tu n'abandonnes pas maintenant. » Je réajustai ma prise, sa petite tête hors de l'eau, ses yeux étaient clos. Son corps pesait comme du bois mort. Il ne respirait pas. Une peur glaciale, pire que la rivière, me transperça. Avais-je été trop lent? L'avais-je perdu? Non, rugis-je, la gorge en feu. Je forçais mes jambes engourdies à battre, luttant contre le courant qui m'entraînait. Mon corps était épuisé, vidé, mais je refusais d'abandonner. Chaque mouvement était une agonie, mes muscles lourds comme du métal fondu. Mais petit à petit, la rive approchait. Mes pieds raclèrent enfin la vase du rivage. Je trébuchais, tombais à genoux dans l'eau peu profonde, le chiot toujours serré contre moi. Je le déposais sur mes genoux, mon cœur frappant un rythme désespéré dans ma poitrine. « Allez, gamin, respire !» murmurai-je entre mes dents qui claquaient. « Respire !» Je le pris à deux mains, le retournai la tête vers le bas et pressai doucement sa cage thoracique. Un flot d'eau s'écoula de sa gueule et de son museau, un liquide glacé qui me glaça jusqu'à l'âme. Je le reposai sur le côté. Rien, pas un souffle, pas un mouvement. Je refusais d'accepter. Je scellai ma bouche sur son petit museau et insufflai deux bouffées d'air douces, délicates. Sa poitrine bougea à peine. Un infime soulèvement. J'enchaînais. Je plaçai deux doigts derrière son coude et compressai son minuscule thorax. Mes propres tremblements rendaient la manœuvre difficile, mais je persévérais. 1, 2, 3, 4. Puis une nouvelle respiration. Encore, jusqu'à ce que mes lèvres soient engourdies, jusqu'à ce que mes bras menacent de lâcher. À la troisième série, il se produisit un miracle, un sursaut. Le chiot eut une quinte de tout minuscule, tout son corps se secouant d'un spasme. Un filet d'eau jaillit de sa gorge, suivi d'un râle fragile, puis enfin un souffle, léger, haché, mais bien réel. Ses paupières frémirent un instant avant de retomber. Il vivait. Un rire étranglé m'échappa, un rire trempé de larmes que je n'avais pas senti monter. La vague de soulagement qui m'envahit fut si violente que je tombai en arrière sur les graviers trempés, vidé mais heureux. Mon corps me hurlait sa douleur. Chaque muscle, chaque articulation brûlait. Mes poumons étaient en feu. Ma paume saignait à travers le filet de coupure, mais j'avais un sourire, un vrai, le premier depuis longtemps. Puis je me rappelais que je n'étais pas seul. Lentement, je me redressais, mon mouvement raide et douloureux. Mes yeux traversèrent l'anse. Les deux hommes étaient encore là, figés au bord des bois, tels des statues bon marché. Leur rire s'était éteint depuis longtemps. À présent, leur visage exprimait un mélange d'incrédulité et de peur naissante. Leur jeu cruel venait de leur exploser au visage, interrompu par un vieil homme manchot qui venait de plonger sans un mot dans une rivière glaciale. Leur récit venait de s'effondrer. Je serrai le chiot contre moi, l'enveloppant dans ma chemise trempée, essayant de lui donner un peu de chaleur. Il gémit faiblement, cherchant à se coller davantage contre ma peau. Je me relevai, titubant, et me mis en marche vers eux. Mon pas boitillant, séquelle d'un engin explosif en Irak, se faisait plus marqué que jamais. J'imagine que je devais avoir une allure terrifiante. Un vieil homme trempé, à moitié nu, ensanglanté, serrant un chiot à demi noyé contre lui, avançant d'un pas décidé. L'un d'eux tenta de briser le silence en parlant le premier. Sa voix chercha l'assurance, mais ne trouva qu'un timbre nerveux presque ridicule. « Eh mec, c'est quoi ton problème? C'est notre chien, pas le tien. » Il essayait de bomber le torse, mais sa posture trahissait la peur qui le rongeait déjà. Je m'arrêtai à quelques pas d'eux. Je ne répondis pas tout de suite, je me contentais de les fixer, un par un, de haut en bas, de leurs bottes neuves et propres jusqu'à leur visage de gamin arrogant et cruel. Je laissais le silence s'installer, lourd, pesant, étouffant. J'avais appris autrefois que le silence, bien utilisé, faisait plus peur que des cris. Hurler, c'est perdre le contrôle. Le silence, c'est tenir les rênes. Enfin, je parlais. Ma voix n'était plus qu'un grondement rauque, usé, mais chaque mot vibrait d'une colère contenue. Ce chien, vous voulez dire cette petite créature que vous venez d'essayer de tuer pour une plaisanterie minable? L'autre, celui qui tenait encore son téléphone, blêmit et bafouilla.
On ne voulait pas le tuer, c'était un exercice, pour le rendre plus fort. Une grimace m'échappa, un rire bref, sec, sans joie, le plus pathétique des mensonges. « Plus fort ?» répétai-je en avançant d'un pas. « Vous croyez que torturer un chiot de 9 semaines, ça forge la force? Vous confondez la lâcheté et le courage. La vraie force, c'est se placer entre un innocent et le danger qui arrive. La vraie force, c'est de plonger dans une rivière glaciale prête à vous briser le cœur, juste pour donner une chance de plus à une petite vie. Pas de rester sur le bord avec un téléphone en attendant de filmer sa mort. » Le chiot dans mes bras remua faiblement, cherchant à se serrer davantage contre moi, son petit museau humide appuyé contre mon cou. Lui savait déjà reconnaître ses ennemis. Et il savait aussi reconnaître où se trouvait désormais sa sécurité. Je resserrai ma prise et fixai de nouveau les deux types. Maintenant, voilà ce qui va se passer. Vous avez deux options. La première, c'est la meilleure. Vous tournez les talons, vous repartez dans votre gros pick-up brillant et vous priez de toutes vos forces que j'oublie vos visages. La seconde option, c'est d'essayer de me reprendre ce chien. Je laissai la menace flotter dans l'air, puis ajoutai calmement « Mais sachez que j'ai passé une très mauvaise journée. Ma patience est épuisée, et comme vous le voyez, j'ai déjà perdu un bras. Je ne suis pas spécialement attaché au second si c'est pour vous apprendre à coups de poing la différence entre force et lâcheté. » Le plus costaud, Ryan, celui qui avait lancé le chiot, gonfla son torse dans un ultime sursaut d'ego. « Tu peux pas juste prendre notre propriété comme ça? On l'a payé ce chien. » Il essaya de soutenir mon regard, mais son assurance sonnait faux. Ma réponse tomba comme une lame. « Votre droit de possession s'est terminé au moment précis où vous lui avez attaché une pierre autour du cou pour le noyer. Ce que vous avez fait, ça s'appelle de la cruauté aggravée envers un animal. Dans cet état, c'est un crime. Une belle porte ouverte vers la prison. Et moi, j'ai vos visages gravés dans ma mémoire. Je suis un témoin irréprochable. Le shérif serait très heureux de m'entendre. Alors dites-moi, voulez-vous vraiment ajouter une accusation de coups et blessures à votre dossier ?» Ils se regardèrent, hésitants. Toute trace de bravade fondait comme neige au soleil. Le plus grand tira nerveusement sur la manche de Ryan. « Viens mec, laissons tomber. Ce chien ne vaut pas ça. Il est taré ce vieux. » Son regard dériva vers moi. Et il avait raison sur un point. J'étais taré, oui, mais pas de la folie qu'ils imaginaient. J'étais un homme revenu de l'enfer, un homme qui avait déjà affronté bien pire qu'eux. Et je ne craignais absolument pas deux petits citadins déguisés en pêcheurs du dimanche. Ils le comprirent dans mes yeux. Ils y virent quelque chose de plus vieux, de plus dur que leur propre existence. Ils y virent un homme qui n'avait plus peur, ni de la mort, ni de la douleur. Et c'est ça qui les fit reculer. Ryan hésita encore une seconde, tiraillé entre sa fierté blessée et son instinct de survie. Finalement, il céda dans un grognement. « Peu importe, vieux fou, garde ce chien. De toute façon, il est sûrement déjà cassé. » Puis ils tournèrent les talons et disparurent dans le bois en se bousculant maladroitement. Quelques instants plus tard, le vrombissement d'un moteur éclata dans l'air, suivi du crissement des pneus sur la route de gravier. Et puis, plus rien. Le silence revint. Mais ce n'était pas le même silence qu'auparavant. C'était un silence habité, enrichi. Je baissai les yeux vers le chiot que je serrais toujours contre moi. Son petit corps avait cessé de trembler aussi violemment. Ses yeux s'entr'ouvrirent et se posèrent sur moi. Des yeux sombres, intelligents, en amande, pas de peur, pas de rancune, juste une confiance naissante, fragile, épuisée. Il parvint à lever la tête et me lécha doucement le menton. Ce geste minuscule, maladroit, m'atteignit plus profondément que n'importe quelle médaille. Mon cœur, que je croyais réduit à une cicatrice et à des souvenirs douloureux, s'ouvrit soudain. Une chaleur nouvelle m'envahit. « Ça va, petit, c'est terminé. On rentre à la maison. » Je le bordai contre ma poitrine et pris le chemin de ma cabane. Chaque pas était lourd, mes muscles criant leur fatigue, mes os protestant contre le froid. Mais j'étais attentif à chaque mouvement du chiot. Je sentais son cœur battre faiblement contre mes côtes, une pulsation minuscule mais déterminée. Je savais qu'il fallait le réchauffer vite, lui donner une chance réelle de survivre. Lorsque j'ouvris enfin la porte de ma cabane, la chaleur du bois et l'odeur de fumée me frappèrent comme une bénédiction. Je déposai le chiot dans l'évier profond et fis couler une eau tiède. Avec toute la douceur possible, je découpai les derniers morceaux du filet qui restaient accrochés à lui. Puis je lavai la crasse de la rivière de son pelage blanc, mes doigts tremblants mais précis. Il était si minuscule, si fragile, et pourtant, il avait survécu à l'impensable. Une fois propre, je l'enveloppai dans la serviette la plus douce que je possédais, puis dans une couverture épaisse.
Je l'installai devant le poêle où dansaient déjà les flammes. Il se roula sur lui-même, tourna 3 fois, puis s'effondra dans un sommeil profond, agité de petits soubresauts. Je restai longtemps debout à le regarder respirer, hypnotisé par ce rythme fragile mais constant. Je me fis un café noir et fort, mes mains tremblant encore, l'adrénaline se dissipant enfin. Je m'effondrai dans mon vieux fauteuil en cuir, celui qui connaissait la forme de mon corps par cœur. Disant que cette cabane était mon refuge, mon fortin solitaire, ma forteresse de silence. Mais ce soir-là, en observant ce petit être endormi au coin du feu, ce silence me sembla différent. Il n'était plus vide, il était rempli de présence. Pour la première fois depuis très longtemps, ma maison ne me parut plus seulement être un abri. Elle ressemblait à un foyer. Je savais qu'il me faudrait lui trouver un nom, pas n'importe quel nom. Un nom qui ait du sens, qui rende hommage au survivant qu'il était. Je pensais à la rivière, à la morsure glaciale de ses eaux, à la force brute de la nature. Je pensais aux grands ours du Nord, ces géants solitaires et résilients qui survivent à tout. Alors le nom s'imposa à moi comme une évidence. « Koda », murmurai-je, « ton nom sera Koda ». Le chiot, endormi, bougea une oreille, comme s'il avait entendu et accepté. Oui, ce nom lui allait, parce qu'il avait été enchaîné au fond d'une rivière pour mourir, et qu'au lieu de sombrer, il avait choisi de se battre. Et en le sauvant, je m'étais rendu compte qu'il m'avait lui aussi sauvé d'une noyade plus insidieuse, celle de mes souvenirs et de mes fantômes. Cette nuit-là, je dormis mal, pas parce que je n'étais pas épuisé, mais parce que je me réveillais sans cesse pour jeter un coup d'œil vers la couverture devant le poêle. Chaque fois, je retenais mon souffle jusqu'à voir la poitrine de Koda se soulever. Chaque fois, un soulagement m'envahissait. Il respirait encore, il tenait bon, et chaque fois, je sentais cette étrange certitude grandir en moi. Désormais, ma vie avait changé. À l'aube, la cabane baignait dans une lumière douce et dorée. Le feu s'était réduit à quelques braises, mais l'air restait tiède. Koda ouvrit les yeux en clignant lentement, encore perdu entre sommeil et éveil. Il essaya de se lever, ses pattes tremblant sous lui. Je m'approchai, tendant ma main, il posa son museau humide contre mes doigts, puis fit un effort maladroit pour grimper jusque dans mes bras. Je le hissai contre moi. Il se roula aussitôt en boule sur ma poitrine, son souffle chaud caressant ma peau glacée. Je n'avais pas ressenti cela depuis longtemps. Une responsabilité, une présence qui dépendait de moi. Au front, mes hommes comptaient sur moi, et cette confiance avait disparu le jour où je les avais quittés. Depuis, il n'y avait eu que le vide, comblé par la routine et la solitude. Mais maintenant, ce petit être me ramenait dans le présent. Il ne me jugeait pas, il ne m'interrogeait pas sur mes cicatrices. Il avait seulement besoin que je sois là. Et je réalisais à quel point, moi aussi, j'avais besoin de lui. Dans la petite cuisine, je lui préparais son premier vrai repas sous mon toit. Rien de sophistiqué. Quelques œufs brouillés, bien cuits, écrasés dans une gamelle que je posais devant lui. Il hésita, me regarda, puis, encouragé par une caresse, plongea son museau dedans. Ses mâchoires, encore maladroites, mâchouillèrent les morceaux avec une détermination touchante. J'eus un sourire. Oui, il avait de l'appétit. C'était bon signe. Quand il eut terminé, il trottina vers mon fauteuil et tenta tant bien que mal de grimper. Ses pattes glissaient sur le cuir, son corps trop petit pour atteindre l'assise. J'éclatai d'un rire que je ne m'étais pas entendu faire depuis des années. Je le pris et le posai sur mes genoux. Là, il se blottit immédiatement, sa tête posée contre mon cœur et s'endormit de nouveau. Pendant des heures, je restais immobile, ne voulant pas le déranger. Je contemplais par la fenêtre la rivière, devenue un ruban argenté sous la lumière du matin. Elle avait failli l'emporter, cette rivière, mais elle ne l'avait pas fait. Et en résistant, en survivant, Koda avait déclenché en moi quelque chose que je croyais mort, l'espoir. Nous étions 2 survivants, lui et moi. Un vieil homme à moitié brisé et un chiot à moitié noyé. 2 êtres qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais qui désormais étaient liés par une même lutte. Les jours suivants furent consacrés à son rétablissement. Chaque matin, je me levais plus tôt encore, impatient de voir s'il allait mieux. Je lui préparais de petites portions, je veillais à son hydratation, je vérifiais son souffle. Il reprenait des forces à une vitesse étonnante. Très vite, il fut capable de me suivre d'un pas chancelant dans la cabane. Il me suivait partout, comme une petite ombre blanche. Quand je sortais couper du bois, il s'asseyait au bord de la clairière, les oreilles dressées, m'observant avec cette attention intense propre au chiot.
Quand je revenais, il bondissait maladroitement, glissant sur ses propres pattes et se jetait contre mes bottes comme si j'étais revenu d'un long voyage. Je me surpris à parler à voix haute, à commenter mes gestes, comme si je n'étais plus seul. Je me surpris aussi à sourire davantage. Ce qui m'étonnait le plus, c'était la vitesse avec laquelle la confiance s'était installée entre nous. Je m'attendais à ce qu'il soit craintif, marqué par l'horreur qu'il avait vécue, mais non, ses yeux, sombres et brillants, ne reflétaient plus la peur, seulement une curiosité insatiable et une loyauté naissante. Je savais que les chiens étaient capables de pardonner, mais vivre cela de mes propres yeux me bouleversait. J'avais vu des hommes revenir de guerre incapables de pardonner à la vie. Lui, ce petit être, avait trouvé la force de tourner la page en un instant, en me choisissant comme repère. Le soir, je l'installais de nouveau devant le feu, et il s'endormait dans un sommeil agité, ses pattes tressaillant comme s'il courait dans ses rêves. Parfois, il gémissait doucement, et je me penchais pour poser ma main sur lui. Alors, il se calmait, comme si, même dans ses cauchemars, ma présence suffisait à le rassurer. Et moi, je découvrais qu'il calmait aussi mes propres cauchemars. Depuis des années, je me réveillais souvent en sursaut, hanté par les bruits des mortiers, les cris, les visages perdus. Mais avec lui près de moi, le sommeil revenait plus vite. Son souffle régulier était comme un ancrage, un métronome qui me rappelait que je n'étais plus là-bas, que j'étais ici dans ma cabane avec lui. Je me rendis compte qu'il m'avait donné une nouvelle mission. Autrefois, ma mission était de protéger mes hommes. Désormais, ma mission était de protéger Koda, de veiller à ce qu'il n'ait plus jamais peur, plus jamais froid, plus jamais faim. En échange, il me donnait quelque chose que je n'espérais plus, un but. Chaque journée avait une couleur nouvelle. Chaque tâche, même la plus banale, avait retrouvé un sens. Lorsque je fendais du bois, ce n'était plus seulement pour me chauffer, mais aussi pour qu'il ait un foyer chaud. Lorsque je sortais en patrouille dans la forêt, ce n'était plus seulement une habitude, mais un moyen de m'assurer qu'il serait en sécurité. Je compris aussi qu'il m'avait offert quelque chose d'encore plus précieux, de la compagnie. Depuis 10 ans, mes seuls dialogues étaient avec les arbres et la rivière. Désormais, j'avais quelqu'un qui m'écoutait, même sans comprendre mes mots. Et cette écoute silencieuse, sans jugement, était peut-être la plus belle qui soit. Un soir, alors que nous étions assis ensemble sur le porche, je levai les yeux vers le ciel constellé d'étoiles. Koda, blotti contre moi, leva aussi le museau, comme s'il suivait mon regard. Je souris. « Tu vois, petit, le monde peut être cruel, mais il est aussi capable de beauté. Et tant que tu seras avec moi, je te promets que tu verras plus de beauté que de cruauté. » Il poussa un petit jappement, comme s'il répondait. Je ris doucement. Oui, il comprenait à sa façon. Et moi, je savais que, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seul. Les jours passèrent, et Koda reprit des forces à une vitesse qui m'impressionna. Chaque matin, dès que j'ouvrais la porte de la cabane, il bondissait déjà sur ses petites pattes, sa queue battant comme un métronome effréné. Ses oreilles, encore trop grandes pour lui, semblaient avoir leur propre volonté, se dressant et retombant dans un désordre comique. Il me suivait partout, comme une ombre blanche animée par une énergie insatiable. Je n'étais plus seul dans mes rondes du matin. Là où autrefois je parcourais le périmètre en silence, désormais mes pas étaient accompagnés du bruit de ses griffes raclant les pierres, du bruissement de son pelage dans les fougères et parfois de ses jappements curieux lorsqu'il découvrait une odeur nouvelle. Au début, il se fatiguait vite et je devais le prendre dans mes bras pour le ramener. Mais il gagnait en endurance jour après jour. Je me surpris à adapter mon rythme au sien, ralentissant mes pas pour lui laisser le temps de flairer les traces des chevreuils, de se rouler dans les herbes ou de courir après les feuilles mortes qui tombaient du ciel comme des jouets improvisés. Ma ronde n'était plus un simple rituel militaire. Elle devenait une promenade partagée, une exploration commune. Là où mes yeux d'anciens soldats ne voyaient que des menaces potentielles et des points de couverture, Koda voyait des merveilles, des découvertes, des trésors invisibles. À travers lui, je redécouvrais ma propre forêt. Un matin, nous tombâmes sur une famille de cerfs à la lisière d'une clairière. Je m'immobilisai aussitôt, tendu par réflexe, mais Koda, lui, pencha la tête et émit un petit gémissement intrigué. Les cerfs nous fixèrent, méfiants, puis s'éloignèrent d'un pas gracieux. Koda voulut les suivre, mais je posai ma main sur son dos. « Non, petit, eux c'est leur monde et nous c'est le nôtre. » Il se calma et s'assit à côté de moi, observant leur fuite en silence.
Dans ses yeux brillait cette curiosité insatiable qui me fascinait. J'avais passé 10 ans à voir la forêt comme un refuge et une barrière, lui me la montrait comme un terrain de jeu et une école. Le soir, je travaillais le bois pour l'hiver. Koda m'observait avec un sérieux presque comique, assis à côté de la pile de bûches, comme s'il comprenait l'importance de ce que je faisais. Parfois, il essayait de tirer une petite branche, la traînant maladroitement vers moi comme pour aider. Je riais et le félicitais. « Tu veux m'assister, hein, un vrai soldat ?» Il remuait la queue avec fierté, comme s'il comprenait la promotion. Ce n'était pas grand-chose, mais dans ces moments-là, je sentais une chaleur me remplir. Ce chien n'était pas seulement une responsabilité. Il devenait mon compagnon, mon partenaire. Je remarquais aussi qu'il avait un instinct particulier. Chaque fois que mes pensées commençaient à m'emporter vers mes souvenirs de guerre, chaque fois que l'ombre de mes cauchemars se rapprochait, Koda semblait le sentir. Il venait poser sa tête sur ma jambe ou appuyer son museau contre ma main. Et cela suffisait à me ramener dans l'instant présent. Ses yeux sombres semblaient dire « Tu es ici maintenant, tu n'es pas là-bas, tu es avec moi ». C'était peut-être un chiot, mais il avait déjà compris plus que beaucoup d'hommes. La nuit, il refusait désormais de dormir seul devant le feu. Peu importe où je l'installais, tôt ou tard, je l'entendais trottiner sur le plancher et je le retrouvais près de mon fauteuil. Finalement, je cédais et lui aménageais un coin à côté de mon lit. Mais très vite, il apprit à grimper et à se faufiler jusqu'à moi. Et je n'eus pas la force de le repousser. Le sentir blotti contre moi, entendre sa respiration calme, c'était comme une couverture supplémentaire. Cela éloignait mes propres démons. Un après-midi, nous descendîmes ensemble jusqu'à la rivière. Le simple bruit du courant me rappelait encore l'horreur de ce jour. Mais Koda s'avança sans peur. Il trempa une patte, puis deux, et se mit à éclabousser joyeusement. Je restais d'abord figé, une angoisse glacée montant en moi. Le souvenir de son corps fantomatique sous l'eau me hantait encore. Mais lui n'avait pas peur. Il avançait prudemment, mais avec curiosité, remuant la queue, éclaboussant sa propre image. Finalement, il leva les yeux vers moi comme pour dire « Regarde, ce n'est pas la rivière qui décide de ma vie, c'est moi ». Je m'agenouillais et laissais un sourire me gagner. Oui, il avait raison. Lui, un chiot de quelques semaines, m'apprenait à ne pas laisser le passé me définir. Chaque jour qui passait renforçait ce lien. Je parlais de plus en plus. Pas seulement à lui, mais avec lui. Je lui racontais mes souvenirs, parfois les bons, parfois les mauvais. Je savais qu'il ne comprenait pas les mots, mais il comprenait le ton, la musique de ma voix. Et c'était suffisant. Il m'écoutait sans jugement, sans poser de questions, sans détourner le regard. Parfois, quand je me surprenais à parler de ceux que j'avais perdus, mes yeux se brouillaient. Il venait alors poser sa tête contre ma poitrine, comme pour me rappeler que j'avais encore quelqu'un à protéger. Un soir de pleine lune, alors que nous étions assis sur le porche, j'eus une révélation. 10 ans de solitude m'avaient figé dans une routine sans fin, un cycle sans but. Mais en quelques jours, ce chiot avait brisé ce cycle. Il avait réintroduit la surprise, la joie, la vulnérabilité. Il m'avait redonné le sentiment d'être vivant. Je caressais doucement son dos, son pelage blanc luisant sous la lueur de la lune. « Tu es plus qu'un chien, Koda. Tu es mon partenaire. Et tant que je respirerai, je te promets que plus personne ne t'attachera jamais une pierre au cou. » Il leva les yeux vers moi, et je crus voir dans son regard une compréhension muette, comme si lui aussi faisait une promesse. L'hiver approchait, et avec lui les longues nuits glacées. La forêt se transformait, les feuillages flamboyants cédaient la place à des branches nues et les vents descendaient des montagnes avec une morsure plus dure. Mais cette fois, je n'abordais pas la saison comme les années précédentes. J'avais toujours préparé mon bois, stocké mes provisions, vérifié mon toit pour affronter la neige. C'était un combat de survie en solitaire. Aujourd'hui, ce n'était plus pour moi seul. Chaque bûche que je fendis, chaque planche que je calais, je le faisais pour Koda aussi. Je voulais qu'il ait un foyer chaud, que le froid ne vienne jamais lui rappeler le goût glacé de la rivière qui avait failli l'engloutir. Et lui, du haut de ces quelques mois, participait à sa manière. Il ne comprenait pas le travail, mais il comprenait l'importance de rester à mes côtés. Toujours présent, il suivait chacun de mes gestes comme si sa petite vie en dépendait. Très vite, il développa un instinct d'alerte. La première fois que cela arriva, j'étais occupé à réparer une barrière au nord du terrain. La forêt était calme, mais soudain, Koda se figea, ses oreilles dressées, ses yeux fixés sur l'épaisseur des arbres. Un grognement minuscule mais déterminé monta de sa gorge. Je le suivis du regard et à une 50aine de mètres, j'aperçus un coyote qui observait la clairière.
Rien d'anormal en soi, les coyotes faisaient partie de cet écosystème. Mais voir Koda ainsi, si petit, déjà prêt à se dresser contre une menace, me toucha profondément. Je posai ma main sur sa nuque pour le calmer. « Doucement, soldat, ce n'est pas notre ennemi, pas aujourd'hui. » Le coyote finit par disparaître dans les fourrés et Koda se détendit. Mais je savais que ce jour-là, il avait franchi une étape. Ce n'était plus seulement un chiot, c'était un gardien. Nos rondes matinales devinrent de véritables patrouilles. Il flairait chaque piste, me précédait de quelques pas, revenait vérifier que je suivais. Parfois, il s'élançait après un écureuil et je le rappelais d'un sifflement. Il revenait toujours, fier, la langue pendante, les yeux brillants. Je retrouvais en lui l'ardeur des jeunes recrues, ce feu qu'aucune fatigue ne semble pouvoir éteindre. Mais contrairement aux recrues, il n'y avait en lui aucune arrogance, juste un enthousiasme pur, brut, contagieux. Grâce à lui, mes promenades cessèrent d'être de simples routines militaires. Elles devinrent des aventures. Un matin, nous découvrîmes une carcasse d'élan à demi enterrée sous les feuilles. Probablement le reste d'une chasse de puma. Koda s'approche prudemment, flairant l'air. Je restais vigilant car l'animal qui avait tué pouvait encore rôder dans les parages. Je sentais mon cœur battre plus vite, comme lors d'une mission de reconnaissance. Mais Koda, lui, ne montrait pas de peur, seulement du respect, de la prudence. Il s'arrêta à distance, grogna bas et revint vers moi. Ce chiot m'apprenait la sagesse. La bravoure ne consiste pas à foncer tête baissée, mais à savoir quand reculer. Je caressais sa tête. « Tu apprendras vite, petit. Plus vite que moi, peut-être. » Un soir d'orage, la cabane tremblait sous les rafales et la pluie battait les vitres avec rage. Le tonnerre faisait vibrer les murs. Je pensais que Koda aurait peur, mais il resta collé contre moi sans un gémissement. Chaque fois qu'un éclair illuminait la pièce, ses yeux se levaient vers les miens comme pour chercher une confirmation. Alors je posais ma main sur son dos, et il se calmait aussitôt. J'étais son abri, mais dans un sens, lui aussi était devenu le mien. Les coups de tonnerre réveillaient en moi des souvenirs trop proches des explosions du front. Avant, j'aurais serré les dents, seul dans le noir. Désormais, il y avait cette présence chaude et vivante contre moi. Ses battements de cœur se mêlaient aux miens et m'aidaient à traverser la tempête. Plus les jours passaient, plus je réalisais que ma vie avait changé de trajectoire. Je n'étais plus seulement un ancien soldat exilé dans les bois, j'étais devenu le protecteur de Koda et il était devenu le mien. Il avait réintroduit un rythme différent dans mes journées. Là où je ne voyais que des menaces et des blessures, lui voyait des occasions de jouer, d'apprendre, de courir. À travers ses yeux, le monde reprenait de la couleur. Je me surpris même à rire de nouveau, un vrai rire, pas un rictus amer. Ce rire-là, je ne l'avais pas entendu dans ma gorge depuis une décennie. Un après-midi, alors que nous longions la rivière, Koda s'arrêta brusquement et se mit à aboyer vers un buisson. Je m'approchai méfiant. De l'autre côté du feuillage, je découvris un sac à dos abandonné, couvert de boue et de feuilles. À l'intérieur, il y avait des canettes de bière vides, un vieux couteau rouillé et un pull humide. Rien de surprenant, peut-être des campeurs de passage, mais mon instinct se réveilla. J'eus un frisson. Je repensais à Ryan et à son complice, les deux lâches que j'avais vus il y a peu. Peut-être était-il revenu dans le coin. Koda grognait encore, comme s'il percevait ma tension. Je refermai le sac et le lançai plus loin dans la forêt, ne voulant pas qu'il en garde l'odeur. Puis je posai ma main sur sa nuque. « Tant que je suis là, tu n'as rien à craindre ?» Nous rentrâmes ensemble, mais une alerte restait allumée dans ma tête. Ma paix retrouvée pouvait être fragile, et désormais, je n'étais pas seul à devoir la protéger. Ce soir-là, assis dans mon fauteuil, je regardais Koda dormir au pied du poêle. Je pensais à ce que j'avais traversé pour en arriver là. 10 ans à me battre contre mes souvenirs, à chercher le silence. Et voilà qu'un chiot arraché à la mort avait brisé ce silence et me donnait une raison de continuer. Je murmurais dans le noir « Tu es ma mission maintenant, Koda, et je ne faillirai pas ». Le sac abandonné que nous avions trouvé ce jour-là ne quitta pas mes pensées. J'aurais pu me convaincre qu'il appartenait simplement à des campeurs négligents, mais quelque chose dans la façon dont Koda avait réagi me disait le contraire. Son instinct n'avait pas encore été faussé par l'habitude des hommes. Il percevait la vérité plus directement que moi. Ce soir-là, j'étais resté longtemps assis sur le porche, mon fusil posé contre la coudoir. La forêt semblait calme. Mais je connaissais trop bien cette sensation de calme trompeur, celle qui précède toujours l'imprévisible. Les jours suivants, je redoublais de vigilance. Lors de nos rondes, mes yeux scrutaient davantage l'horizon et mes oreilles cherchaient le moindre bruit étranger au chant des oiseaux.
Koda, lui, flairait avec une intensité nouvelle, comme s'il avait compris que la promenade n'était plus un simple jeu. Parfois, il s'arrêtait net, les oreilles dressées, et son regard fixé à un point invisible dans les fourrés. J'attendais, le souffle suspendu, mais rien ne surgissait. Était-ce mon imagination, ou bien étions-nous vraiment épiés? Je ne pouvais pas l'affirmer, mais j'avais appris une chose au combat. Mieux vaut se préparer à une menace imaginaire que d'ignorer une menace réelle. Une fin d'après-midi, alors que la lumière tombait vite derrière les collines, je crus entendre un craquement de branches dans la direction du nord. Pas le pas léger d'un cerf, ni la course rapide d'un coyote. Non, c'était le pas lourd d'un homme. Je m'accroupis aussitôt et posai ma main sur Koda. Il comprit. Ses oreilles se rabattirent légèrement et il resta immobile, ses yeux rivés dans la même direction que les miens. Je restai ainsi plusieurs minutes, le cœur battant, mais rien ne bougea. Finalement, le vent changea, apportant avec lui l'odeur du sapin humide et de la terre mouillée. Aucun bruit ne revint. Était-ce mon imagination qui me jouait des tours? Je ne pus en être certain. Le lendemain, je décidai d'allonger le périmètre de ma ronde. Je voulais m'assurer qu'aucune piste humaine ne s'approchait de trop près de mes terres. À ma grande inquiétude, je découvris des traces fraîches de pneus sur le chemin de gravier qui menait à la route principale. Des empreintes larges, récentes, trop récentes. Je posai la main sur le sol, encore humide de pluie. Les marques étaient nettes. Un véhicule était passé ici dans les dernières 24 heures. Je relevai la tête, mes mâchoires serrées. Le pick-up brillant que j'avais vu ce jour-là, celui des deux lâches, me revint en mémoire. Eux ou d'autres, peu importe. Ma tranquillité n'était plus garantie. Koda, à mes côtés, poussa un petit jappement bas, comme s'il sentait ma tension. Je m'accroupis pour le regarder dans les yeux. « Écoute-moi bien, petit. Il se peut que ces types reviennent. Mais tant que je suis debout, personne ne posera la main sur toi. Compris ?» Il remua la queue, ses yeux pleins de confiance. Je me surpris à sourire malgré la situation. Oui, il comprenait, à sa façon. Les nuits suivantes, je dormis plus légèrement. Chaque bruit me réveillait. Le craquement d'une poutre, le hurlement d'un hibou, le souffle du vent. Je gardais le fusil chargé à portée de main et Koda, lui, dormait collé contre moi, sa respiration régulière me rappelant ce que je protégeais. Plusieurs fois, il se leva au milieu de la nuit, ses oreilles dressées, et gronda dans l'obscurité. À chaque fois, je tendais l'oreille, mais je ne percevais rien. Pourtant, je lui faisais confiance. Il sentait quelque chose. Un soir, alors que nous étions dehors pour couper un peu de bois supplémentaire, une odeur de fumée me frappa. Pas celle de mon propre feu, ni celle des cheminées voisines, car il n'y avait aucun voisin à des kilomètres. Non, c'était une odeur âcre, distincte, portée par le vent. Koda la sentit aussi. Son museau se leva, il grogna, et il tira légèrement sur ma manche de pantalon. Nous suivîmes la piste sur quelques mètres à travers la forêt. Là, dans une clairière, je découvris des restes encore chauds d'un feu de camp éteint à la hâte. Des canettes vides traînaient et un mégot encore fumant gisait dans la cendre. Je me baissai pour le ramasser. La marque de cigarette était la même que celle que j'avais vue dans la poche de l'un des deux hommes ce jour-là. Mes soupçons étaient confirmés. Ils étaient revenus. Je me redressais, les poings serrés. 10 ans plus tôt, j'aurais peut-être cherché la confrontation immédiate. Mais aujourd'hui, je savais que ma priorité était ailleurs. Ma mission, c'était Koda. Le protéger, assurer sa survie, pas assouvir ma colère. Je caressais sa tête pour le rassurer. Ils veulent te jouer? Très bien, mais cette fois, ils n'auront pas affaire à un vieil homme seul. Ils auront affaire à nous deux. Sur le chemin du retour, mon esprit bouillonnait de souvenirs militaires. Le mot d'ordre revenait encore et encore, préparer, sécuriser, anticiper. Dans ma cabane, je passais la soirée à renforcer mes serrures, à vérifier mes munitions, à consolider mes issues. Je n'avais jamais pensé avoir besoin de défendre ce lieu contre des hommes. Contre la nature, oui. Contre les hivers, bien sûr, mais contre la cruauté humaine. Je pensais en avoir fini avec ça. Je m'étais trompé. Koda, lui, semblait comprendre ma nervosité. Il ne me quitta pas d'une semelle, ses yeux me suivant dans chacun de mes gestes. Je voyais en lui la même vigilance que chez mes camarades de patrouille autrefois. Ce chiot n'était pas seulement une victime sauvée. Il devenait un partenaire, un coéquipier. Et moi, je retrouvais un rôle que je croyais perdu, celui de chef d'escouade. Ensemble, nous formions une petite unité. Une unité qui avait déjà survécu à son premier combat et qui se préparait au prochain. Cette nuit-là, avant d'éteindre la lampe, je me penchai vers lui et murmurai « Nous n'avons peut-être pas choisi cette guerre, Koda, mais si elle revient frapper à notre porte, nous serons prêts. » Les jours passèrent,
Mais l'inquiétude ne me quitta pas. Chaque bruit dans la forêt, chaque craquement de branches ou écho du vent me paraissait être un signe. Je savais qu'ils reviendraient. Ce genre d'hommes ne lâchait jamais prise. Leur cruauté n'était pas un accident. C'était un besoin, une façon de se prouver une puissance qu'ils n'avaient pas. Et ce chiot, qu'ils avaient tenté de noyer, ce n'était pas qu'un jouet perdu. C'était un échec pour eux. Un échec qu'ils n'avaient pas digéré. Je le voyais dans les yeux de Koda, il ressentait la même chose, ses réactions changeaient. Avant, il s'élançait joyeusement dans les hautes herbes, bondissait après les papillons, s'amusait de tout. Désormais, il restait plus près de moi. Son regard fouillait la lisière des arbres. La nuit, ses grognements bas me réveillaient avant même que j'aie entendu quoi que ce soit. Il dormait le museau tourné vers la porte comme s'il savait que le danger viendrait de là. Je décidai de transformer mon inquiétude en action. C'était ce que j'avais appris au front. L'inaction tue plus sûrement que les balles. Je sortis mes vieilles caisses en bois, celles où j'avais entreposé quelques souvenirs de service. Dedans, il y avait des outils, des cordages, des vieilles cartes et même un couteau de terrain qui n'avait pas servi depuis une décennie. Je l'aiguisai soigneusement au coin du feu, le son régulier de la pierre sur la lame résonnant dans le silence. Koda me regardait faire, ses yeux sombres fixés sur moi. Je sus qu'il comprenait. Quelque chose se préparait. Je renforçai les issues de la cabane. Chaque fenêtre fut calée de l'intérieur par de solides planches amovibles. La porte, déjà massive, reçut des barres supplémentaires. À l'extérieur, je disposais de petits pièges sonores, quelques boîtes métalliques reliées à du fil de pêche, prêtes à teinter au moindre passage. J'avais appris ces astuces dans des villages reculés, où la frontière entre la survie et la mort se jouait à une simple alarme improvisée. Ici, dans mes bois, c'était à nouveau la même logique. Savoir avant d'être surpris. Pendant ce temps, la relation entre Koda et moi se transformait. Ce n'était plus seulement un chiot rescapé cherchant de la chaleur, c'était un compagnon de veille. Il m'accompagnait dans chaque tâche, attentif, sérieux, comme s'il sentait qu'il avait un rôle à jouer. Quand je coupais du bois, il restait assis, non loin, les oreilles dressées. Quand j'allais vérifier mes pièges sonores, il me suivait, reniflant le sol, s'assurant à sa manière que rien n'avait changé. Je ne l'avais jamais dressé, mais il apprenait vite, guidé par son instinct et par l'étrange complicité qui s'était installée entre nous. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait la forêt d'une brume bleutée, je m'assis sur le perron avec lui. Le fusil reposait contre le mur, mais je n'en avais pas besoin pour sentir la tension. Le silence n'était plus paisible, il était chargé. Les oiseaux s'étaient tus plutôt que d'habitude, et même la rivière semblait plus sombre. Koda posa sa tête sur mon genou, et je caressai machinalement son dos. Mon esprit vagabonda vers Fallujah, vers d'autres veilles silencieuses, où nous attendions une embuscade qui finirait toujours par tomber. Je crus sentir à nouveau la sueur couler le long de ma nuque, entendre la respiration de mes frères d'armes. Le passé et le présent se mêlaient. J'étais revenu en alerte, et la différence, cette fois, c'est que j'avais un chiot pour partenaire au lieu d'un peloton. La première alerte survint 2 jours plus tard. En pleine nuit, un tintement sec résonna. Les boîtes métalliques à l'est venaient d'être déclenchées. Je bondis hors du lit, attrapai le fusil, et Koda, déjà debout, grognait sourdement. Les poils hérissés le long de sa nuque. Je m'accroupis près de la fenêtre, retenant ma respiration. Des pas lourds foulaient le sol humide. Une voix basse marmonna quelque chose, puis un éclat de rire étouffé résonna. Je reconnus aussitôt ce ton, c'étaient eux. Ils tournaient autour de ma cabane, croyant sans doute me faire peur ou cherchant le moment où je sortirais. Je ne bougeais pas. Je laissais le silence s'installer. Koda, malgré son jeune âge, se maîtrisait étonnamment bien. Il grondait, mais sans aboyer, comme s'il savait qu'il ne fallait pas nous trahir. Le bruit dura plusieurs minutes, puis s'éloigna peu à peu. Finalement, seul le murmure de la rivière reprit sa place. Je restais éveillé jusqu'à l'aube, mon fusil en travers des genoux. À la première lumière, je sortis inspecter. Sur le sol, à moins de 30 mètres de ma porte, j'aperçus un objet planté dans la terre, une canette écrasée, volontairement posée comme une marque. Ils avaient voulu me dire qu'ils étaient passés. Ce n'était plus un doute. La guerre silencieuse avait commencé. Koda renifla l'objet, puis leva vers moi ses yeux sombres. Je me sentis envahi par une colère froide. Pas seulement pour moi, mais pour lui. Ces hommes voulaient encore s'amuser de son sort, reprendre ce qu'ils considéraient comme leur propriété. Mais ils ignoraient une chose essentielle. Ce chiot avait survécu à la rivière, et moi, j'avais survécu à la guerre. Nous n'étions pas leurs victimes. Nous étions une équipe. Je me surpris à parler à voix haute, comme à un frère d'armes.
Écoute, Koda, s'ils reviennent, on ne se laissera pas surprendre. On restera ensemble, toujours ensemble, toi et moi, jusqu'au bout. Il gémit doucement comme pour répondre et posa sa patte sur mon pied. Ce geste simple et sincère suffit à ancrer en moi une certitude. Oui, la solitude qui m'avait enveloppé toutes ces années était révolue. J'avais une nouvelle mission, et cette mission avait 4 pattes et un regard loyal. Les jours suivants, je m'entraînais à nouveau, malgré mon bras manquant. Chaque matin, je répétais mes gestes, rechargeais, visais, déplaçais mes appuis. Je retrouvais l'automatisme perdu, et Koda, lui, semblait s'exercer aussi. Il aboyait sur commande, revenait quand je l'appelais, et surveillait instinctivement chaque direction. Ce n'était pas un dressage formel, c'était une préparation naturelle née de la survie. Une unité se formait, discrète mais solide. Le soir, après ces journées tendues, je prenais le temps de le regarder dormir au coin du feu. Son corps grandissait vite, sa respiration devenait plus forte, et chaque fois, une pensée revenait. Ils ne savaient pas encore à qui ils ont affaire. La prochaine fois qu'ils oseront franchir la lisière, ils comprendront que ce qu'ils ont déclenché n'est plus un jeu. La nuit où tout bascula était glaciale. Un vent sec traversait les arbres, sifflant entre les troncs comme une plainte. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, et Koda dormait roulé en boule sur le tapis, sa respiration calme et régulière. Mais moi, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Mon instinct me tenait éveillé. J'avais l'impression que chaque craquement dehors annonçait une présence. Mon esprit, affûté par des années de guerre, me soufflait que l'attaque ne tarderait plus. Et puis, cela arriva. Un bruit sourd fit vibrer la porte d'entrée. Koda bondit d'un seul coup, les poils dressés, grognant d'un son guttural que je ne lui avais jamais entendu. Un deuxième coup résonna, plus violent, suivi d'un éclat de voix « Ouvre, vieux fou, ou on la défonce !» J'aurais reconnu ce ton partout, c'était Caleb, le monstre qui avait voulu noyer ce chiot. Son acolyte n'était pas loin, je distinguais ses pas lourds dans les feuilles. Je pris une grande inspiration. Le sergent que j'avais été se réveillait entièrement. La solitude du vieil homme fatigué s'était éteinte. À sa place se tenait le soldat prêt à défendre son poste, son frère d'armes à ses côtés. Et ce frère, aujourd'hui, c'était Koda. La porte trembla encore, puis un craquement sec retentit. Il forçait la serrure avec une barre métallique. Je mis Koda derrière moi, puis plaçai le fusil en joue. Le bois céda, la porte s'ouvrit brusquement, et les 2 hommes surgirent dans l'encadrement, leurs lampes torches balayant l'intérieur. « Bouge pas, vieux !» lança Caleb, un couteau à la main, son regard flamboyant d'une haine froide. Son complice brandissait une batte en métal, ses yeux brillants d'adrénaline et de peur. Je ne répondis pas. Mes yeux fixaient Caleb. Un silence pesant emplit la pièce, seulement troublé par le feu qui crépitait encore dans l'âtre. Puis je parlais d'une voix basse, maîtrisée, chaque mot tombant comme un poids. « Vous avez franchi la pire des lignes. Ce chien est à moi. Et si vous pensiez pouvoir l'arracher encore une fois à la vie, alors ce soir, c'est vous qui allez comprendre ce que signifie lutter pour survivre. » Caleb eut un rictus. « Un vieil éclopé qui joue les héros, tu crois vraiment pouvoir nous arrêter ?» À ce moment précis, Koda, qui n'avait pas bougé d'un poil, bondit soudain vers l'avant. Ses crocs se plantèrent dans le bras de l'homme à la batte, qui hurla de douleur, lâchant son arme. Dans la seconde, je fis feu, la détonation emplissant la cabane d'un bruit sec et assourdissant. Je n'avais pas visé pour tuer, mais pour neutraliser. La balle vint se ficher dans le bois, à quelques centimètres de Caleb, l'éclat projeté lui entaillant la joue. Son rictus disparut aussitôt, remplacé par une terreur brute. « Tu bouges encore, et la prochaine ne manquera pas », grognai-je la voix glaciale. Koda, toujours accroché au bras du second, finit par lâcher, reculant vers moi, ses crocs encore rouges. L'homme gémissait, plié en deux, incapable de reprendre le dessus. Caleb, blême, leva lentement les mains. Toute sa superbe s'était évaporée. Il regardait tour à tour mon fusil et le chiot qui grondait toujours, prêt à bondir de nouveau. « Écoute, on voulait juste récupérer ce qui est à nous », balbutia-t-il. Je fis un pas en avant, chaque mot claquant comme un ordre militaire. « Ce chien n'a jamais été à vous. Ce que vous avez fait est un crime. Vous l'avez condamné à mort pour vous amuser. Mais il a survécu. Et moi aussi. Alors maintenant, vous allez quitter ces bois. Vous allez marcher jusqu'à votre camion. Et si jamais vous revenez, si jamais vous osez seulement poser un pied ici, je ne parlerai plus. Compris ?» Le silence dura une éternité. Puis lentement, Caleb hocha la tête. Il aida son complice à se relever, et tous deux reculèrent vers la porte. Je les suivis du regard, le fusil toujours levé. Chaque pas qu'il faisait était accompagné du grognement bas de Koda,
qui les escortait comme un soldat veille sur un prisonnier. Ils franchirent enfin le seuil et la nuit les engloutit. Quelques instants plus tard, j'entendis le vrombissement de leur camion démarrer au loin, puis le bruit s'éteignit dans la profondeur des bois. Le silence retomba. Mais ce n'était plus le silence menaçant des jours passés. C'était un silence libérateur, lourd de fatigue et de victoire. Je posai le fusil contre le mur, m'agenouillai et pris Koda dans mes bras. Il lécha mon visage avec une ardeur fébrile, sa queue battant contre mes côtes. « Tu as été incroyable, petit soldat », murmurai-je, la voix brisée par l'émotion. « Tu m'as rappelé pourquoi on se bat, pourquoi on continue à avancer, même quand tout semble perdu. » Cette nuit-là, je compris une chose essentielle. Ce chiot n'avait pas seulement besoin de moi. Moi aussi, j'avais besoin de lui. Il m'avait rendu un but, une raison de veiller encore une fois, non pas sur une patrouille de soldats, mais sur un compagnon fidèle. Ensemble, nous venions d'écrire le début d'une nouvelle histoire. Le lendemain matin, lorsque le soleil perça entre les branches et que la rivière reprit son chant paisible, je me tenais sur le perron avec Koda assis à mes côtés. Il regardait droit devant, les oreilles dressées, comme s'il montait la garde. Moi, je me surpris à sourire. Ce chien, que de lâche avait tenté d'effacer du monde, était désormais mon ancre, mon frère, mon avenir. Et je savais, avec une certitude profonde, que plus jamais ma vie ne serait la même. Alors, si vous écoutez cette histoire, souvenez-vous d'une chose, il suffit parfois d'un seul geste, d'un seul refus de détourner le regard pour sauver une vie. Koda a survécu parce que je me suis jeté à l'eau. Mais en vérité, c'est lui qui m'a sauvé d'une noyade bien plus profonde, celle de ma solitude et de mes fantômes. Et aujourd'hui, je vous le dis, vous aussi pouvez être des héros. Chaque partage de cette histoire, chaque commentaire, chaque mot d'encouragement est une pierre contre la cruauté. Abonnez-vous, dites simplement « J'aime les chiens » en commentaire et aidez à porter la voix de ceux qui n'en ont pas. Parce qu'ensemble, nous pouvons construire un monde où plus jamais un chiot ne sera jeté au fond d'une rivière.